Bonjour à tous. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. C'est un grand moment pour le salon Health World Monaco parce que nous avons 3 éminents médecins qui sont venus de loin, même de très loin pour le docteur Lorenzo qui vient de Toronto et qui repart tout à l'heure. Donc nous allons parler de maladies neurodégénératives avec le professeur Alim Louis Benabid, que vous avez vu depuis hier pour ceux qui sont là déjà, qui est neurochirurgien et professeur de physique et qui est directeur de Clinatech. Il préside également cette 4e édition de Health World Monaco. Vous avez le professeur Andrés Lozano, qui est professeur de neurochirurgie à l'Université de Toronto. Et vous avez également le docteur Philippe Robert, qui est professeur de psychiatrie, directeur de la COPTECH, Cognition Behavior Technology. Excusez mon mauvais accent. Nous allons donc parler de 2 maladies essentiellement, la maladie d'Alzheimer qui touche entre 800 000 et 1 million de personnes en France, et de la maladie de Parkinson qui touche environ 150 000 personnes. Et selon les chiffres, il y aurait un tiers des Européens atteints de maladies neurodégénératives, sans compter les dépressions. Le docteur Philippe Robert nous en parlera. Je pense que finalement, nous serions presque tous plus ou moins concernés par une maladie qui pourrait intéresser ces éminents médecins. Ils vont donc chacun, les uns les autres, nous présenter leurs activités au travers de vidéos ou de diapos. Je laisse tout de suite la parole au docteur Lozano. Bien, merci. Je suis ravi d'être ici parmi vous. Je ne parle pas français très souvent, mais je vais essayer. Je vis à Toronto, alors on ne parle pas beaucoup de français là-bas, mais je vais essayer. Alors, je demande mes diapos, s'il vous plaît. Alors, je suis un neurochirurgien fonctionnel. Je suis intéressé à améliorer les fonctions du cerveau humain et je vais vous parler surtout de comment utiliser de la stimulation pour augmenter les fonctions de la mémoire et les fonctions cognitives chez les malades avec la maladie d'Alzheimer. Alors, on sait que dans le cerveau, il y a plusieurs circuits. Il y a par exemple des circuits qui sont responsables pour le mouvement, il y a d'autres circuits responsables pour la vision, pour l'appétit, pour l'humeur, le bonheur, la tristesse, la mémoire et les fonctions cognitives. Et quand tout va bien dans ces circuits, on est en santé et le cerveau fonctionne de manière adéquate. Cependant, quand l'activité dans ces circuits est anormale à cause des maladies, là, il y a soit une activité excessive ou une activité insuffisante dans ces circuits. Par exemple, un patient avec épilepsie a une activité excessive, un patient avec un tremblement, une activité excessive. Alors là, il serait convenient de supprimer cette activité. En revanche, il y a aussi les maladies comme Alzheimer's, où il y a une activité insuffisante dans le circuit de la mémoire, le circuit cognitif. Et là, c'est intéressant d'augmenter l'activité dans ce circuit. Alors, ce qu'on va faire, c'est essentiellement, on va ajuster l'activité dans les circuits du cerveau, soit les augmenter quand elles sont trop faibles ou les diminuer quand elles sont excessives. On va utiliser comme un variateur d'ambiance pour régler l'activité dans ces circuits du cerveau. Et on va faire ça à travers de cette méthode qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde. Il s'agit d'implanter des électrodes dans le cerveau. Et ces électrodes sont connectées à une batterie, une source d'alimentation qui peut délivrer au cerveau une stimulation électrique chronique, 24 heures sur 24. Et ces batteries durent 5 ans et on peut les changer. Alors, il s'agit de placer les électrodes dans le bon circuit pour qu'on puisse changer, ajuster l'activité de ce circuit-là. C'est une technique où le professeur Benabid est pionnier au monde de cette technique. Il a fait cette technique pour la maladie de Parkinson. Je vais vous commenter comment on peut utiliser la même technique peut-être pour utiliser cette technique pour traiter la maladie d'Alzheimer. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie terrible avec des traitements non satisfaisants.
En effet, j'ai entendu, je crois qu'hier, qu'il y aura un déremboursement des médicaments en France pour Alzheimer's. C'est une maladie qui est caractérisée par une accumulation de protéines pathologiques dans le cerveau, une dégénérescence, une atrophie sévère du cerveau. Une fois qu'on est diagnostiqué avec Alzheimer's, on a une espérance de vie de 6 à 8 ans. Et au monde, il y a 44 millions de personnes avec atteinte d'Alzheimer's et on pense que d'ici l'an 2050, ce nombre triplera. Alors plus de 120 millions de gens avec Alzheimer's. Dans la maladie de Alzheimer, c'est un circuit moteur qu'on veut influencer. Dans la maladie de Alzheimer, c'est le circuit de la mémoire. Alors, on veut introduire des électrodes dans ce circuit de la mémoire pour essayer de stimuler ce circuit. Ça s'appelle le circuit de Papez. Et ce qu'on fait, c'est qu'avec les patients qui sont éveillés, on introduit des électrodes dans cette partie ici du cerveau. Ça s'appelle le fornix, c'est une voie d'axone. Et on met des électrodes comme ça pour stimuler ces axones, pour essayer d'activer ces circuits de la mémoire dans le cerveau. Alors, on peut placer les électrodes comme ça. On voit ici l'électrode ici, placée dans le cerveau. Et cette électrode est connectée à un stimulateur pour alimenter. Alors, on a déjà opéré une 50aine de patients avec cette méthode. Premièrement, on sait que dans la maladie de Alzheimer's, il y a une panne dans le cerveau. Il y a certaines régions du cerveau qui sont en panne. On peut voir ça en utilisant un PET scan qui mesure l'utilisation de la glucose. La glucose, c'est le carburant pour le cerveau. Et dans le cerveau, chez les patients avec Alzheimer's, il y a des régions qui n'utilisent pas de glucose. Il y a des régions qui sont en panne et elles n'utilisent pas le glucose, et c'est les régions en bleu. Alors ça, c'est avant la chirurgie. Ensuite, on met les stimulateurs, on les met en marche, et on voit qu'après 1 mois ou après 1 an, il y a des régions où on peut augmenter le flux de glucose, l'utilisation de glucose. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le cerveau était en grève, et avec la stimulation, on a pu stopper la grève. Et le cerveau peut retourner au travail. Et les fonctions du cerveau peuvent aussi retourner. Alors, c'est l'aspect réversible de la maladie d'Alzheimer's où les régions du cerveau qui sont en panne peuvent être mises, encore une fois, au travail. Et si on met ces régions du cerveau au travail, ça veut dire que peut-être les fonctions de ces régions du cerveau peuvent aussi revenir. Un autre aspect très important dans la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie dégénérative et avec le temps, on perd le volume, on perd le cerveau. Le cerveau commence à fondre. Et c'est surtout dans les circuits de la mémoire, le circuit ici qu'on voit, l'hippocampe, qui, avec le temps, quand on va de Alzheimer's léger, Alzheimer's moyen ou Alzheimer's sévère, on a une perte de ces structures de l'hippocampe, le lobe temporal. Et au fur et à mesure qu'on perd le volume du cerveau, la mémoire s'empire de plus en plus. Alors ici, par exemple, quand c'est léger, on ne se souvient pas de ce qu'on a mangé aujourd'hui pour le petit déjeuner. Quand c'est plus sévère, on se perd, on ne peut pas se promener dans la ville, par exemple. Ici, quand c'est rendu à ce niveau-là, les patients ne connaissent pas même leurs enfants. Alors, c'est très important que le cerveau s'atrophie comme ça de manière progressive et jusqu'à date, il n'y a aucune façon de freiner ce processus. Une fois que c'est commencé, on perd le cerveau de plus en plus avec le temps. Ce qu'on a découvert par accident, c'est qu'avec la simulation, on a vu qu'on peut pousser le cerveau. Alors ici, on voit le cerveau d'un patient avec Alzheimer's 1 an après. Le cerveau a poussé. Alors on a stoppé l'atrophie progressive du cerveau et on a fait que cette partie du cerveau qui est impliquée dans l'Alzheimer's peut repousser. Alors, c'est un exemple on peut peut-être renverser la pathologie dans la maladie d'Alzheimer's. Alors, en conclusion, on a vu que les circuits cognitifs de la mémoire sont accessibles. On peut placer des électrodes dans ces circuits. Et on peut utiliser la stimulation électrique pour activer ces circuits. On voit que la stimulation de ces circuits ont des effets puissants biologiques, y compris la possibilité
d'inverser la dégénérescence et de repousser les parties du cerveau qui semblent disparaître avec la maladie. C'est une discipline et une technologie qui a besoin d'un aspect multidisciplinaire avec les scientifiques, avec les médecins, les psychiatres, tout ça. C'est vraiment la convergence entre la technologie et la biologie qui est nécessaire. Et l'espoir, c'est qu'avec tout ça, on peut faire une étude clinique, on peut voir si c'est efficace, si c'est sécuritaire et si ça pourrait devenir un nouveau espoir pour les patients atteints de la maladie de Alzheimer. Merci, Dr Lorenzo, de parler d'espoir et encore d'espoir. Vous-même, Dr Robert, vous avez une autre démarche puisque vous êtes psychiatre. Merci. Oui, alors je suis psychiatre. Je vais donc parler. Je peux avoir les diapositives, s'il vous plaît? Juste présenter. Alors, c'est l'aspect qui est complémentaire et différent de ce que vient de dire Andrés Lozano. C'est-à-dire, Andrés Lozano, il a parlé d'un travail qui se faisait, d'une recherche qui se faisait à l'intérieur du cerveau. Et d'ailleurs, merci de nous donner la solution pour traiter la grève, parce que c'est une maladie très fréquente en France. Et donc, moi, je vais vous parler des interventions qu'on peut faire de l'extérieur. C'est-à-dire que comment, par rapport à l'environnement et par rapport aux technologies, puisque cette séance, c'est cognition et aussi technologie, c'est comment on peut le faire de l'extérieur. Alors, l'équipe dont j'ai la charge, avec des neurochirurgiens, dont le professeur Denis Fontaine, et des psychiatres d'enfants et d'adultes. C'est une équipe qui est en charge un petit peu, qui a deux grands objectifs. Le premier, c'est de développer l'utilisation de technologies pour améliorer l'évaluation. Alors, sur la diapositive, vous voyez qu'on peut améliorer l'évaluation dans une salle de consultation. On peut aussi améliorer l'évaluation directement au cours d'une intervention chirurgicale. Et puis, la deuxième partie, c'est de favoriser les interventions. J'en parlerai plus loin. Et puis enfin, on a bien sûr une fonction d'enseignement puisque j'appartiens à l'Université Côte d'Azur. Alors, je vais juste vous dire deux mots sur deux exemples d'évaluation. Alors, le premier, qui est celui-ci, c'est l'utilisation du marqueur qui est la voix, pour essayer de dépister des gens qui vont avoir une atteinte cognitive de type Alzheimer versus des personnes qui ne l'auraient pas. Alors, on utilise des paradigmes qui sont classiques en neuropsychologie, comme par exemple le test de fluence verbale. Et grâce à ces technologies, il est possible d'enregistrer des paramètres dans la voix, dans le discours du patient, qui sont beaucoup plus que, par exemple, le simple nombre de mots que je peux donner. Alors, dans l'exemple que vous avez là, c'est une dame qui essaye de dire en une minute le plus grand nombre de noms d'animaux, mais je crois que le son n'y est pas, donc vous ne l'entendez pas. Et donc, l'appareil, il enregistre ces mots, il les regroupe en fonction des catégories, les animaux de la ferme, les animaux sauvages, et il fait aussi une analyse assez descriptive de ce que sont les silences entre les intervalles. Et ça, c'est une technique qui est tout à fait pertinente et spécifique et sensible pour des diagnostics de pathologies comme la maladie d'Alzheimer. Alors, le deuxième exemple que je voudrais vous donner, c'est l'utilisation de la vidéo. La vidéo, sur le cadran qui est la vidéo, elle peut servir à regarder des gens, puis elle peut aussi servir à essayer d'explorer avec ces caméras les déplacements d'une personne dans un environnement donné, et à partir de là, d'évaluer combien de temps je mets dans des activités de vie quotidienne qui sont habituellement utilisées dans des échelles, dans des études cliniques, répondre au téléphone, préparer ses médicaments et autres. Et là, on a un moyen très objectif, non pas de voir la personne elle-même, mais de mesurer la réalisation d'activités possibles.
Ici, sur cette vidéo, ça se fait en laboratoire, au centre mémoire du CHU de Nice, mais il existe un certain nombre d'applications de ce type qui peuvent être utilisées dans d'autres institutions, voire à domicile. Voilà 2 exemples d'utilisation de capteurs qui peuvent être tout à fait utiles pour l'évaluation. Et je reviendrai tout à l'heure, pour ne pas garder trop la parole, sur ce qui est de l'intervention. Merci, docteur Philippe Robert. Professeur Alim Louis Benabid, comme disait le docteur Lorenzo, vous avez été le pionnier de la stimulation cérébrale profonde. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, je vais dire. Merci. Comme l'a dit Andrés Lozano, j'ai eu la chance de découvrir ça. Ce n'est pas une idée de génie, c'est de la chance. Je suis tombé dans la soupe comme Obélix. Et c'était au cours d'une intervention où, en testant l'endroit où on allait faire une destruction chirurgicale pour un tremblement de maladie, ce qui était la méthode classique, j'utilisais une stimulation électrique à des fréquences différentes et je me suis aperçu que quand on était à haute fréquence, c'est-à-dire aux alentours de 130 Hz, courant de l'EDF c'est 50 Hz, eh bien, on avait des effets complètement opposés à ceux qu'on avait en stimulant, comme tout le monde le faisait jusqu'alors, à 30 Hz, c'est-à-dire en étant excitateur. Et l'observation de cette possibilité d'avoir la même chose que si on détruisait, à ceci près que quand on arrêtait de stimuler, eh bien, les effets revenaient, le tremblement revenait, les effets de la stimulation disparaissaient. Chirurgicalement, c'était très intéressant, parce que quand vous avez une possibilité qu'un chirurgien fasse quelque chose de façon réversible, en particulier s'il se trompe, eh bien, c'est intéressant de pouvoir faire marche arrière. Alors, on a essayé de transporter ça au niveau d'une technique, puisqu'il se trouvait qu'il existait déjà des stimulateurs, des électrodes, comme vous l'avez vu sur les images, donc je n'ai pas besoin d'en avoir. Et on s'est aperçu qu'effectivement, cette idée, qu'on ne comprend toujours pas, 37 ans après maintenant, eh bien, on ne sait pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Et on en a donc fait une méthode qui, dans la maladie de Parkinson, a été très rapidement utilisée. Il y a plusieurs centaines de milliers de gens dans le monde qui sont opérés. Dans tous les pays, il y a des équipes qui font ça et qui le font très bien. Et puis, il y a des indications diverses qui ont été étendues. On est sorti du Parkinson pour voir d'autres choses, et en particulier, mon ami Andrés Lozano a utilisé certains aspects de sa stimulation, notamment dans les fibres, comme il vous l'a très bien montré, je ne vais pas reprendre ça, pour obtenir des effets très importants, beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer au début, très importants dans la maladie d'Alzheimer. Et c'est actuellement la seule approche chirurgicale qui apporte un bénéfice qui soit testable. L'inconvénient de ces techniques, c'est qu'elles sont concomitantes de la stimulation. C'est un avantage si on veut arrêter, si on s'est trompé. Mais par contre, on est obligé de stimuler les gens de façon continue. Et ce n'est pas forcément un gros problème puisqu'on change les batteries. Mais ce que l'on voit, par exemple, au moment où on change la batterie, on est obligé bien sûr de débrancher, de déconnecter les électrodes, tous les symptômes reviennent. Et ils reviennent même de façon un peu plus intense parce que pendant ce temps-là, la maladie, si c'est 5 ans ou 10 ans, a continué à évoluer. Donc on voit les limites de cette technique, c'est qu'elle ne peut pas traiter dans la durée. Et la question qui se pose, et à laquelle on répondra un petit peu plus tard, je crois, c'est est-ce qu'il est possible d'imaginer quelque chose qui, cette fois-ci, contourne ce caractère transitoire de la stimulation et nous donne la possibilité, et surtout sans effet thérapeutique, au sens du traitement, de la guérison de la maladie, est-ce qu'on peut essayer de trouver quelque chose qui permettrait de ralentir, pour ne pas dire arrêter la maladie. Et c'est ce qu'on a un peu en idée.
On parle de deux maladies, Alzheimer et Parkinson. Est-ce qu'il y a suffisamment de liens entre ces deux maladies, voire peut-être concernant d'autres maladies neurodégénératives, qui fait que vous utilisez systématiquement ou presque la stimulation cérébrale profonde, professeur Lozano? Oui, il y a plusieurs maladies neurodégénératives. Elles ont tous en commun qu'il y a des protéines pathologiques qui s'accumulent dans le cerveau et qui éventuellement tuent les cellules du cerveau. Donc l'électricité serait essentielle pour oui, alors contrer les ce qu'on troubles. fait, c'est que quand on a une panne parce que les fils sont interrompus, on peut sauter la panne avec l'électricité. On peut comme ça stimuler les régions du cerveau qui manquent, ne sont pas alimentées à cause de la mort des neurones. Alors ils perdent leur alimentation électrique et on peut remplacer ça avec un stimulateur externe. Alors c'est un peu l'idée d'essayer de remplacer le travail laboral du cerveau qui est en grève ou qui a disparu, des régions du cerveau qui disparaissent avec la maladie. Et là, le reste du cerveau qui n'est pas atteint est victime, est un esclave parce qu'il ne reçoit pas l'information nécessaire. Alors c'est pour ça que le reste du cerveau est là sans rien faire parce qu'il manque de quelqu'un qui lui dise quoi faire. Alors, on essaie de supplémenter ça par stimulant ces régions du cerveau directement pour essayer de remplacer les neurones qui sont partis à cause de la maladie. Alors, comme vous me l'expliquiez hier, professeur Benabit, ça ne guérit pas, évidemment. Ça, disons que les troubles sont moindres grâce à cette technique. Est-ce qu'on peut imaginer aller plus loin, freiner la maladie et pourquoi pas un jour la guérir? Alors effectivement, on supprime les symptômes, l'apparence des symptômes, c'est un traitement symptomatique, mais qui n'a pas d'influence sur la maladie qui continue à progresser. Et la question, c'était, et beaucoup de gens travaillent et ont travaillé là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? Il se trouve qu'on a une perspective qui s'est avérée très efficace chez l'animal de laboratoire, au passage. La recherche expérimentale chez l'animal, qui est souvent très fortement discutée, elle trouve quand même sa justification profonde dans le fait qu'elle permet de faire avancer les choses avant d'aller faire ses essais chez l'homme. Et il y a une thérapeutique qu'on a développée dans le laboratoire qui a été extrêmement efficace chez des singes chez qui on a fait une fausse maladie de Parkinson avec un toxique qui ressemble un peu d'ailleurs à ces pesticides que l'on met sur les cultures. Et c'est pour ça que la maladie de Parkinson est reconnue comme une maladie professionnelle chez les agriculteurs parce qu'ils manipulent des produits qui sont un peu comme ceux qu'on utilise nous au laboratoire. Et donc on a créé des faux Parkinson de cette façon-là. On a appliqué le traitement qui est un traitement cette fois-ci non plus de stimulation électrique mais d'illumination à l'intérieur du cerveau par une lumière laser dans une certaine longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle le proche infrarouge, donc du rouge en gros. Et quand on fait ça, on empêche la dégénérescence de ces neurones qui ne meurent pas du fait du toxique qu'on leur a imposé. Et on sait très bien, par contre, où est-ce que ça agit. Il y a une étape moléculaire qui est commune, d'ailleurs, une étape finale moléculaire qui est commune à plusieurs maladies, le Parkinson, le Alzheimer, etc. Et on sait donc pourquoi ces singes ne deviennent pas parkinsoniens. On est en train de préparer un essai clinique chez l'homme pour voir si ce qu'on a vu chez l'homme, chez le singe, c'est aussi efficace chez l'homme, mais le singe, c'est pas l'homme, le produit toxique, c'est pas la maladie de Parkinson, donc il y a encore des points d'interrogation. Et si ça marche, on pourra voir si ensuite on peut étendre cet espoir. Oui, si on est un rat ou une souris, on a des bonnes nouvelles, parce qu'on peut vous guérir de Alzheimer ou de Parkinson. Alors, c'est des bonnes nouvelles pour les rats et les souris, mais par contre, pour les humains, les nouvelles ne sont pas aussi bonnes. C'est un des problèmes en général. On essaie de faire un modèle animal qui peut prédire l'effet des interventions, mais jusqu'à date, ce qui se passe chez les animaux ne se passe pas nécessairement chez les patients.
alors c'est un des problèmes. Mais on a de plus en plus des meilleurs modèles où on a par exemple des cas de maladies génétiques qui produisent un Alzheimer. C'est très génétique dans les familles du père au fils. Dans Parkinson, on a ça aussi. On peut mettre les mêmes gènes dans les animaux. On peut leur produire une maladie qui est très semblable. Et ça, je pense, c'est l'espoir de pouvoir tester les nouvelles thérapies dans ces animaux-là pour voir quel serait le meilleur candidat pour appliquer ces mêmes stratégies chez l'humain. Vous avez une démarche toute différente, docteur Philippe Robert, puisque sur Alzheimer, vous voulez nous montrer une vidéo et je crois que vous travaillez autour du jeu notamment. Alors, si vous voulez, le professeur Benhabib a bien dit, vraiment l'espoir de ce type de traitement symptomatique, comme vous l'avez rappelé, d'autres traitements symptomatiques là, ont été déremboursés actuellement, mais à côté de ces traitements symptomatiques, il faut aussi essayer de proposer de ce qu'on appelle des activités non pharmacologiques ou non biologiques pour essayer de stimuler les personnes. Denis Fontaine a opéré une dame qui, en utilisant la stimulation cérébrale profonde, une patiente d'une maladie d'Alzheimer, très bien. Mais après, que lui proposer pour essayer de faire fonctionner un petit peu les neurones ou l'électricité qui a été récupérée. Et c'est dans ce sens-là que toutes ces technologies peuvent être utiles. Alors si je peux avoir la vidéo 1, s'il vous plaît, avec le son. Alors c'est une étude qui est actuellement en France, s'appelle un projet de recherche médico-économique, où on teste donc un jeu qui a pour objectif d'effectuer à la fois une activité cognitive et une activité motrice chez des patients. Alors la personne que vous voyez là, avec cette thérapeute, c'est un monsieur qui a une dégénérescence cortico-basale. C'est une pathologie qui est relativement proche de la maladie d'Alzheimer. Et ce qui lui est proposé, vous n'allez pas avoir les 20 à 30 minutes de séance, mais seulement 2 minutes, c'est de faire pendant cette séance, 2 fois par semaine, des activités physiques, cognitives, mais aussi physiques et cognitives. Alors, vous voyez, donc la psychologue explique aux patients qu'il faut marcher pour faire déplacer le sous-marin. Et il va se déplacer comme ça, il va atteindre à un moment. Alors, en bougeant aussi les bras, il peut changer l'orientation du sous-marin et il va arriver à une île. Et à cette île, des jeux cognitifs vont lui être proposés. Alors, ces jeux cognitifs, là on n'entend pas bien, mais c'est vrai que ce monsieur avec cette dégénérescence cortico-basale, il a par exemple de grandes difficultés à repérer les cibles sur l'écran. Et donc c'est la psychologue qui l'aide. Ici on est dans un accueil de jour, on n'est plus dans un laboratoire, on est dans un accueil de jour qui est à Noisier, à Sophia Antipolis. Et là c'est le même jeu qui est utilisé avec des patients qui ont un degré de détérioration beaucoup plus sévère. Et là, c'est aussi quelque chose qui est fait dans des séances de groupe, c'est-à-dire où il y a une patiente qui est en train de jouer et plusieurs autres qui regardent et ensuite qui vont jouer. Et puis, je crois qu'il y a un dernier exemple qui va venir, qui n'est pas dans un accueil de jour, mais c'est toujours l'utilisation de ce jeu dans une EHPAD. Et ça, c'est en Corse. Et donc, dans cette étude qui est ce PRME, il y a 18 centres en France qui sont impliqués. C'est de montrer l'intérêt de ce type de jeu sur l'activité médicale, sur les paramètres médico-économiques, mais aussi sur les paramètres moteurs qui peuvent être évalués d'une manière assez simple et objective en utilisant par exemple des actigraphes. Mais en dehors des mesures objectives, ce qu'on sait pour le moment,
c'est que, puisque l'étude est en cours, c'est que c'est une étude qui montre qu'il y a un degré de motivation parmi ces personnes, qui vont de personnes qui ont un trouble cognitif très léger jusqu'à très sévère, qui est important. Alors, si on comparait avec les médicaments, ce dispositif a fait déjà l'objet d'une phase 2 et de publication, et là on est dans une phase 3 qui est plutôt multicentrique. Voilà, donc c'est un exemple qu'on peut jouer et puis se stimuler, et surtout si on a eu une implantation des brain stimulation. C'est important pour vous, professeur Lozano et professeur Benhabib, cette complémentarité des approches? Absolument. La complémentarité est nécessaire. Chacun, on est obligé de se focaliser sur des domaines où on essaie d'être expert pour faire avancer les choses. Ça ne signifie pas du tout qu'on prône ça au détriment ou à l'exclusion du reste. Et c'est très agréable pour chacun de nous de savoir que les domaines qui sont connexes sont pris en charge par des experts sur des méthodes qui sont très différentes des nôtres et qui aboutissent. L'idéal, c'est de trouver le puzzle de toutes les thérapeutiques qu'on pourrait mettre ensemble pour que, au final, le malade soit presque revenu dans des situations proches de ce qu'on peut espérer vivre pendant longtemps. Professeur Lozano. Oui, la réhabilitation est très importante. Le cerveau, c'est comme un muscle, et si on n'utilise pas, il s'atrophie. Alors, il faut supplémenter les aspects des techniques de chirurgie, des médicaments, avec un programme de réhabilitation cognitive ou motrice selon la maladie, parce que c'est quelque chose de synergique. C'est comme si on remplace la hanche à quelqu'un, il faut ensuite que cette personne marche, il faut rétablir les muscles, la coordination, tout ça. Alors, la chirurgie est insuffisante, il faut la combiner avec des approches de réhabilitation, de réapprentissage. Alors, ce que le docteur Robert fait avec Alzheimer, il le fait aussi avec Parkinson. Je crois que vous vouliez nous montrer une dernière juste, petite c'est pas tout à fait vidéo. moi, mais juste la deuxième petite vidéo. Alors là, c'est une étude qui est menée par une collègue à vous. Là, c'est le professeur Marie-Laure Velter, là, qui est à Rouen et à Paris. Et donc là, c'est un jeu qui s'appelle Top Run, qui est développé pour essayer d'améliorer les troubles de l'équilibre chez les patients parkinsoniens. Cette étude, elle a été faite en particulier chez 7 personnes qui ont eu une stimulation cérébrale profonde. Et on utilise donc la même technologie qui était présentée tout à l'heure dans X-Torp, c'est-à-dire l'utilisation de capteurs, pour essayer de faire cette activité donc à des patients. Donc voilà, c'est juste 30 secondes, un exemple, mais là aussi, l'accompagnement de la stimulation cérébrale profonde. Alors cette stimulation cérébrale profonde, elle intéresse également d'autres maladies neurodégénératives et peut-être même jusqu'à la dépression, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, professeur? Je vous en prie. Oui, alors, selon la maladie, il faut choisir le bon patient et le bon circuit. Alors, on sait que dans la dépression, c'est le circuit de l'humeur qui est affecté. Et en effet, on peut introduire des électrodes dans les circuits de l'humeur et on peut ajuster l'activité. Alors, il semble-t-il que la dépression, que c'est une maladie très commune, 9% des femmes et 6% des hommes, à un moment donné, ont cette maladie. Et on a constaté que les centres du cerveau qui sont responsables pour la tristesse sont hyperactifs. Alors, le patient a une super activation des circuits de la tristesse. Et on a vu qu'on peut introduire des électrodes dans les centres de la tristesse du cerveau et on peut diminuer l'activité des centres de la tristesse au cerveau et il y a une amélioration dans la dépression. Alors, on a commencé avec le Parkinson's, avec le professeur Benhabib. Ensuite, on est allé à d'autres maladies des circuits moteurs. Mais là, le prochain avenir, c'est les maladies cognitives et les maladies psychiatriques telles que la dépression, les troubles obsessifs compulsifs, la maladie de Tourette, schizophrène. Peut-être même un jour, on va aussi traiter d'autres problèmes comme l'obésité. On peut peut-être supprimer l'appétit en plaçant des électrodes dans l'hypothalamus
et c'est la région du cerveau qui contrôle la faim, la satiété. Et on peut, par exemple, stimuler la région du cerveau qui contrôle la faim pour la supprimer, pour baisser la faim. Alors, c'est des choses qu'on pense faire dans l'avenir. Quelqu'un qui aurait un trouble, qui aurait eu par exemple une tumeur et qui aujourd'hui n'aurait plus le goût, l'odorat, vous pourriez imaginer mettre des électrodes à l'endroit défaillant? Oui, alors il y a des équipes qui commencent à mettre des électrodes chez des aveugles. Alors quand on a un problème de l'œil, la lumière entre par l'œil et se dirige vers la partie postérieure du cerveau. Mais quand on a un problème de l'œil, on ne peut pas alimenter le cerveau. Alors on peut aller directement, une caméra et des électrodes implantées dans le cerveau qui est responsable pour la vision, et on peut stimuler directement cette partie du cerveau. Alors, c'est un exemple où on peut, dans un trouble sensitif comme la vision, comme l'odorat, on pourrait sursauter le bloc et aller directement dans le cerveau où ce phénomène est processé. Des techniques qui sont au point aujourd'hui? Allez-y. Professeur Benavid. Oui, on ne peut pas dire que ce sont des techniques qui sont au point, ce sont des idées qui viennent au fur et à mesure du travail de tout un chacun et qui nous donnent la perspective que si on va plus loin, ça peut être efficace. Et en particulier, ce qui vient d'être dit à propos de l'obésité, à propos des troubles obsessifs compulsifs et à propos du... On a un autre orateur. J'ai une interférence, vous voyez, j'arrive pas à découpler mes activités cérébrales. Et la vision, à Clinatech, on a des programmes expérimentaux en cours. Les troubles obsessifs compulsifs qui avaient été commencés il y a déjà quelques années, on a un programme là-dessus pour améliorer l'efficacité. C'est très efficace dans certains cas. Andrés Lozano a cette expérience aussi. En ce qui concerne l'obésité, on a également commencé à peu près au même moment de manière différente et on a eu l'année dernière une malade qui a été opérée qui faisait 180 kilos et qui a perdu 36 kilos sous l'effet d'une stimulation à un endroit spécifiquement donné. Alors au passage, c'est pas pour autant que des femmes très élégantes pourraient, grâce à ça, ne plus hésiter à manger du chocolat dont elles ont envie. C'est pas du tout à ce type de comportement qu'on s'adresse, ce sont vraiment des obésités dites malignes. Et pour la vision, on a également un protocole en cours où on met des électrodes chez le singe pour le moment, mais chez l'homme et en particulier, on a deux malades qui sont potentiellement candidates à ce genre de technique à partir du moment où ça marchera, où on met des grilles, où on va restimuler les zones qui, comme le disait Andrés Lozano, recevaient les informations correspondant à des spots lumineux, par exemple, toutes ces lampes, et transformer ça en des stimulations directes pour redonner une vision. Ce n'est pas pour autant que du jour au lendemain, ces personnes qui ne voient rien du tout vont se remettre à voir comme moi, même si je vois moins bien que d'autres. Mais c'est une démarche, et je crois que ça, c'est sous-jacent à toutes ces approches, et pour revenir au thème de ce congrès, c'est sous-jacent à le développement des technologies, des micro-nanotechnologies et de tout autre type, y compris le traitement du signal, l'intelligence artificielle. Tout ça doit converger pour permettre d'apporter progressivement, ce n'est pas du jour au lendemain que tout marche, mais progressivement, on sait qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut continuer. Donc il y a des espoirs. Docteur Lozano, vous voulez dire un mot? Oui, alors ça commence aussi à nous poser des questions éthiques, parce que c'est possible d'avoir peut-être de la chirurgie cosmétique dans le cerveau, d'avoir des upgrades ou des enhancements, je ne sais pas comment on dit ça. Augmentation. Des augmentations. Alors, on a vu chez les patients avec l'Alzheimer qu'on peut augmenter la mémoire. Alors, jusqu'à date, il faut avoir l'Alzheimer pour recevoir des électrodes. Mais on est pas mal certain qu'on prend des gens qui sont sains, qui sont en bonne santé, et on pourrait aussi augmenter leur mémoire. Alors là, ça pose un problème. Est-ce que c'est éthique de prendre une personne normale et de la faire super normale en utilisant la stimulation cerveau? Alors, c'est une des
des choses que ne s'attendait pas à ça, mais ça peut poser un tas de problèmes éthiques. Il faut discuter, est-ce qu'on doit faire ça, sur quelles circonstances, qui a accès à cette technologie. C'est un sujet intéressant sur lequel je voudrais revenir, mais je crois que, Dr Robert, que vous vouliez dire un mot sur la dépression. Sur la dépression et sur l'ensemble des pathologies neuropsychiatriques. Quand on parlait de la maladie d'Alzheimer ou de la maladie de Parkinson, il y a ce qu'on appelle des symptômes comportementaux, psychologiques, et qui posent aussi des problèmes. Et heureusement, grâce, par exemple, il y a eu, grâce à vous, des études sur la stimulation cérébrale profonde dans les troubles obsessifs compulsifs ou dans les dépressions résistantes, on essaie de trouver des solutions. Mais à côté de ces dépressions résistantes ou troubles obsessifs, il y a un grand nombre aussi de pathologies, états dépressifs, troubles psychotiques, qu'on rencontre en dehors de ces pathologies directement neurodégénératives. Et par rapport à ma spécialité, là aussi, il est important de mettre au service les nouvelles technologies. Tout à l'heure, j'assistais à la réunion d'avant, c'était sur les robots, et alors, il y avait parmi les questions, mais est-ce que vous accepteriez de vous faire opérer par un robot à la place d'un être humain? Et alors moi, je poserais faible comme question, mais est-ce que vous accepteriez de vous faire évaluer pour un diagnostic par une machine à la place d'un docteur? J'ai la réponse, je vous la dirai. Est-ce que je pourrais avoir la 3e vidéo, s'il vous plaît, aussi avec le son? Alors là, c'est un exemple d'une étude qui est mise en place par l'Université Côte d'Azur, qui est sur l'utilisation alors d'une tablette, ce qui est quand même quelque chose de très simple, pour évaluer la motivation et la dépression. Alors, tout d'abord, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est en utilisant la voix. Là, vous n'entendez pas le patient qui s'exprime, on lui demande de raconter une histoire positive. Eh bien, il va raconter une histoire qui n'est pas très très positive. C'est une personne qui a une dépression. Là, vous avez l'évaluation de la voix, mais aussi l'évaluation de l'expression faciale, qui est tout à fait possible. Elle a terminé, elle disait, voilà, qu'est-ce que vous aimez, c'est d'aller à la plage. La 3e étape qu'on peut utiliser, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les actigraphes. Et il y a la semaine dernière un article qui est sorti dans le Lancet Psychiatrie qui montre que vraiment c'est... Et puis la dernière des choses, c'est peut-être d'essayer, une fois qu'on a fait cette évaluation, de proposer des jeux, des stimulations qui permettent à la fois de faire travailler l'activité praxique, là par exemple, et puis la mémoire. Alors ici vous êtes avec le circuit de Monaco, vous voyez, on n'est pas loin puisqu'on est sur le virage du Loves, et donc on demande aux personnes à la fois de faire une activité donc praxique et à la fois de répondre à des questions. Donc avec une simple tablette, l'exemple c'est je peux avoir une évaluation a priori de ma pathologie et puis avoir des stimulations qui sont adaptées. Maintenant, pour revenir à la question, est-ce que vous accepterez de me faire diagnostiquer par tout seul? Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise ces instruments avec les patients. Je leur explique comment ça fonctionne et je pense qu'il y a toujours besoin d'un être humain. Merci pour ces précisions. Quel espoir peut-on avoir d'ici 3 à 5 ans concernant ces différentes pathologies que nous avons évoquées au début de cette conversation, c'est-à-dire principalement Alzheimer puis Parkinson? Professeur Benabid. Oui, pour ce qui est du Parkinson, je l'ai évoqué au début. On a constaté qu'il fallait trouver quelque chose qui ralentisse la maladie. Sans raconter comment on est arrivé à cela, on a fait une expérimentation animale, comme je vous l'ai dit, en utilisant un toxique, en rendant des singes pseudo-parkinsoniens. Et ce traitement consiste à mettre de la lumière rouge, des infrarouges, à l'intérieur du cerveau. On savait par avance que cette lumière interagit avec des molécules qu'on appelle des photoaccepteurs qui sont présents dans pratiquement toutes les cellules et en particulier dans les mitochondries des structures qui dégénèrent. Et on montre que quand on éclaire, cette énergie est transférée dans une énergie chimique qui aboutit à produire de l'ATP qui est un élément, je dirais, qui, avec le glucose,
fait fonctionner la cellule. Et comme disait Andrés Lozano, ces structures ne fonctionnent plus. Certaines de ces structures ne fonctionnent plus à cause de la mort neuronale. Et l'objectif, il est d'éviter que ces cellules ne meurent. Alors chez l'animal, c'est facile. On fait ça et on donne le toxique et on montre que par rapport à d'autres animaux à qui on n'a pas mis la lumière, il n'y a pas la dégénérescence induite par le toxique. Chez l'homme, c'est différent, bien évidemment. Donc, le protocole qui est en cours de validation et qu'on est prêt à démarrer, en fait, on est prêt depuis à peu près 1 an. On est ralenti. Il faut tenir compte de cela aussi dans les progrès de la recherche, c'est qu'on doit passer par des étapes de régulation, dites régulatoires, qui sont légitimes, mais qui parfois freinent beaucoup. Quand on est en voiture et qu'on descend, c'est bien de freiner, mais sous prétexte qu'on risque d'accélérer trop, ce n'est pas la peine non plus de s'arrêter sur le bord de la route, et parfois on est dans cette situation. Donc quand on pourra faire ce protocole, on n'opérera non plus des parkinsoniens comme on les opère maintenant, c'est-à-dire un stade suffisamment avancé pour justifier l'intervention et supprimer les symptômes qui deviennent gênants. On va opérer des malades au tout début de leur maladie, alors qu'ils ont très peu de symptômes, ce qui pose aussi des problèmes éthiques. Comment vous allez opérer? Il va très bien. Oui, mais comme on sait que dans 5 ans, dans 10 ans, il n'ira pas bien du tout, et que c'est une maladie dégénérative, à partir du moment où on a fait le diagnostic, avant même de commencer un traitement médical, ce qu'on appelle les malades de novo, les tout neufs, on propose à ces malades d'avoir cette intervention qui, par ailleurs, je ne suis pas en train de vendre mon produit, mais par rapport même à la stimulation cérébrale dont on pense qu'elle est peu invasive, ça c'est quelque chose de très minimalement invasif. Donc on a un certain nombre de malades à opérer à qui on proposera, une fois qu'on a fait le diagnostic, une fois qu'on aura vérifié la maladie à travers un PET scan, qui est donc cette imagerie qui permet de compter les cellules. Andrés Lozano nous en a montré pour la consommation de glucose. Là, c'est pour l'activité des structures qui règlent le mouvement. Un parkinsonien, le jour où on fait le diagnostic, il a perdu 60 à 70% de ce que l'on a au début. Et ensuite, il perd 10% par an. Donc, c'est le moment ou jamais de faire en sorte que ça s'arrête. Et donc, on va opérer ces malades après avoir fait un PET scan qui confirme que c'est un parkinsonien, qu'on sait combien il en reste de neurones. Et tous les ans, au lieu de perdre 10%, on espère qu'on perdra moins que ça et pourquoi pas qu'on arrêtera la dégénérescence. Donc, voilà un espoir. Si ça marche, c'est colossal. Un espoir formidable. Docteur Lozano? Oui, c'est très aléatoire quand on ne sait jamais quand on va découvrir quelque chose. D'habitude, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Alors, je ne pense pas qu'on peut dire ça va être 5 ans, 10 ans. On ne sait jamais où ça va se passer. Je pense que on a certaines indications qui sont très intéressantes. Par exemple, il y a des gens qui ont 100 ans, qui sont en très bonne santé, qui ont un cerveau complètement parfait. Et c'est quelque chose de spécial. Pourquoi eux ont un cerveau parfait, ils n'ont pas aucun signe d'Alzheimer, aucun signe de Parkinson's? D'habitude, c'est des gens qui vivent dans des endroits très spéciaux, et parmi eux, c'est dans les régions méditerranéennes. Là, en Corse, en Sicile, il y a des gens qui vivent à 110 ans, cerveau complètement normal. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils mangent? Est-ce que c'est parce qu'ils font des exercices? Est-ce que c'est leur génétique? Alors, on a des hypothèses qui si on peut reproduire ça chez tous les autres patients, ce serait une grande chose. On sait déjà qu'avant qu'on ait le diagnostic de Alzheimer, de Parkinson, le cerveau est déjà malade 15 ans avant. On peut, d'habitude, le premier signe de Parkinson, c'est à l'âge de 60, mais déjà dès l'âge de 45, on peut voir des changements dans le cerveau et on sait que cette personne-là, dans 15 ans, va avoir les symptômes. Alors, il y a une phase préclinique dans l'Alzheimer's, la même chose dans Parkinson's. 15 ans avant le diagnostic, on sait déjà que ça a commencé et que c'était inévitable. Alors, l'intérêt, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui puisse prévenir.
Moi, j'espère que c'est un verre de vin rouge tous les jours, par exemple. J'espère que c'est ça, mais on ne sait pas. Alors, c'est quelque chose de très important. Une autre chose importante, c'est chez la maladie de Parkinson, il y a aussi de l'espoir dans les vaccins. Alors, dans les cerveaux des patients, il y a les protéines qui s'accumulent et les vaccins peuvent nettoyer les protéines, peuvent enlever les protéines pathologiques. Alors, c'est une nouvelle philosophie de faire des vaccins chez la maladie de Parkinson pour essayer de nettoyer le cerveau. Je vois que vous faites la promotion du vin et du vin corse, peut-être même. En tout cas, de notre belle région. Vous voulez dire un mot, peut-être, docteur Oui, Robert? tout à fait. Le vin corse est très bon. Donc, moi, j'irai dans le même sens qu'Andrés Lozano. Je me rappelle en 1995, professeur Edio Jacobini, qui était un peu l'un des grands théoriciens de la théorie cholinergique, qui disait en 2000, on aura le médicament pour la maladie d'Alzheimer. C'est les inhibiteurs de l'acétylcholinésterase qui ont été, en tout cas en France, déremboursés hier et qui sont un traitement Alors, on en a symptomatique. 4 de moins depuis hier. En 2000, on a dit, on a trouvé des molécules pour détruire la protéine bêta-amyloïde. En 2017, on a eu les échecs des dernières études là-dessus. Mais alors, à la fois, moi je dis c'est aléatoire, et puis il faut tenir compte, je reprends l'exemple de M. Benhamid, du génie de l'être humain qui, à un moment, va reconnaître quelque chose et qui va le faire avancer. Mais à la fois, il faut qu'on ait cette dimension de recherche, parce que, à la fois, il y a ce caractère aléatoire, mais à la fois, il faut avancer d'une manière méthodique. À côté de ça, et à côté des médicaments, moi, ce que je dirais, c'est qu'on a une façon de vivre qui est en train de changer à cause des nouvelles technologies. Et que là, la médecine, elle suit des gens comme Steve Jobs ou d'autres, et qu'on a des applications, ce que j'ai essayé de montrer, qui peuvent être déjà utiles, pas pour guérir, mais pour améliorer la qualité de vie. Et je pense que c'est une des composantes qui est très importante. Pourquoi vivre plus longtemps si c'est sans qualité de vie, sans implication dans l'environnement? Et là, je crois que ces nouvelles technologies, si elles sont bien gérées par des scientifiques, par des professionnels de santé, et puis aussi par tout ce qui sont les familles, les patients, je crois que ça peut être utile. Mais je terminerai en disant que ça n'empêche qu'il faut qu'il y ait un être humain. Quand j'entends les débats sur les EHPAD en France, où l'on dit, on ne pourra jamais mettre un patient avec un aidant, bien sûr, mais c'est vrai que quand ça se passe comme ça, on a moins besoin de nouvelles technologies. Vous avez parlé les uns les autres de ces médicaments qui sont déremboursés effectivement depuis hier, c'est l'actualité. Et comme vous êtes tous les trois experts, notamment dans la maladie d'Alzheimer, je voudrais avoir votre point de vue sur la question. Professeur Benhamid. Je crois qu'on en a parlé un tout petit peu avant de venir. Il faut faire très attention à l'interprétation qu'on fait des annonces comme ça, qui sont en plus des annonces de type importante. Enfin, ça choque, ça déclenche. C'est peut-être un peu intéressant que ça déclenche des réflexions, des réactions. Il faut sûrement faire la part des choses. C'est vrai qu'il y a des médicaments qui sont inutiles. Est-ce que ça continue? Ça vaut la peine de continuer à les rembourser? C'est pas moi qui va prendre une décision là-dessus parce que je n'utilise pas. Je suis pas un prescripteur de médicaments. Et je n'ai pas la connaissance des effets de certains de ces médicaments, alors que M. Robert est tout à fait la personne qui peut juger ça. Ce que je veux dire au passage, c'est que ce qui est important, je partage tout à fait votre point sur les impacts des technologies, puisque c'est l'objectif de ce congrès, mais les impacts de la vie dans toutes ces composantes sur le résultat final. C'est vrai qu'on vit une période qui est différente. Souvent on dit « oh, ça va détruire l'être humain ». Moi je n'y crois pas, je crois que tout va être, je suis très optimiste plutôt. Et je pense que si on fait un usage correct de toutes ces techniques, qu'elles soient comportementales, médicamenteuses, chirurgicales, et on peut toujours boire un verre de vin quand on a été stimulé, heureusement, surtout si on ne tremble pas, eh bien plus... on doit aller vers cette évolution. Alors,
moi, je ne voudrais pas être à la place des gens qui ont à gérer les aspects malheureusement présents des économies et des économies de santé dans un contexte qui, pour le moment au moins, n'est pas très favorable. On ne sait jamais ce qui deviendra non plus. Il ne faut pas jeter tout à la poubelle. Voilà. Moi, je suis fondamentalement optimiste. Dans le domaine où j'essaye d'être efficace, je crois qu'il y a des avancées importantes. Il faut toujours faire attention à ne pas créer non plus des espoirs idiots. Il ne faut pas dire, ne faites pas de soucis avec les méthodes qu'on développe. Ben justement, comme on disait, dans 20 ans, il n'y aura plus de Parkinson, il n'y aura plus d'épilepsie, ou il n'y aura plus d'Alzheimer. Il faut dire qu'il y a un travail important, sérieux, qui se fait. Et globalement, on avance et chaque pas, c'est un pas de plus. Et puis, j'ai beaucoup appris au Congrès, grâce à Charles qui a mis en place ce merveilleux instrument qui est cette exposition, de voir qu'il y a une profusion d'approches que j'ignorais et qui globalement sont utiles. Docteur Robert, vous vouliez dire un mot sur le déremboursement des médicaments ou pas particulièrement ? Je vais dans le sens... nous ne sommes pas, je crois, ici des politiques. Ce n'est pas nous qui prenons les décisions. D'un point de vue scientifique et en tant que médecin, bon, j'appartiens à une fédération qui irait un peu contre ça, mais là, je me place en tant que médecin et au centre mémoire où je suis, où il y a des patients qui viennent et qui ont ce type de médicaments. Et là, je pense que j'ai, en tant que médecin, une explication à leur donner sur... Je donnais déjà, mais encore plus maintenant, sur les avantages, sur les limites de ces médicaments. Mais il est très important, je pense, et là je m'adresse à vous, madame, qui êtes une média, c'est vrai, de faire attention dans ces annonces, parce que on parlait tout à l'heure avec M. Lozano de projets de recherche. Les patients qui viennent dans un centre mémoire, ils cherchent à la fois à se faire soigner et se faire soigner avec les meilleurs traitements. Alors, quand il y a 5 ans, on dit on a trouvé le médicament, engagez-vous tous dans la recherche, et que 5 ans après, on dit c'est pas bien et on dérembourse, je caricature. Et je crois qu'il faut continuer à donner l'espoir aux personnes qui viennent, qu'on va essayer de leur donner le meilleur traitement non pharmacologique, c'est ce que je prône en avant, mais aussi qu'on va leur donner des conseils pour les médicaments qui existent, et aussi des conseils pour les recherches, qu'elles soient en termes de médicaments, comme vous le faites d'une manière admirable, en termes de stimulation cérébrale profonde. On ne peut pas avancer on ne peut le faire qu'avec les patients et avec les familles. Alors, vous ne voulez pas faire de politique, mais on va peut-être finir en faisant un tout petit peu de philosophie, ou du moins parler d'éthique. Vous en avez parlé un petit peu, le docteur Lozano, jusqu'à quel point on peut aller, et est-ce qu'on ne s'oriente pas, peu ou prou, à moyen ou long terme, vers une médecine transhumaniste, vers une médecine améliorative? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a une grande histoire des chirurgies qui étaient faites pour, par exemple, un cancer de l'estomac, qui ensuite, avec le temps, de faire un bypass gastrique, par exemple, maintenant c'est fait pour traiter l'obésité. Alors, on commence toujours avec traiter une pathologie de cancer qui fait un blocage de l'estomac, et là, ça évolue avec le temps et ça devient une chirurgie pour l'obésité. Le même avec le cancer du sein, c'était les chirurgiens français qui ont développé la chirurgie plastique pour le cancer du sein il y a presque plus de 100 ans. Mais maintenant, on fait beaucoup de chirurgie sur les seins, 300 000 cas par année aux États-Unis. C'est très commun. 4% de toutes les femmes ont une chirurgie cosmétique pour les seins. Alors, ça commence toujours avec traiter des maladies sévères, le cancer par exemple, l'Alzheimer, ça commence toujours par ça, mais ça finit par un traitement d'amélioration, un traitement cosmétique. Alors, je pense que l'évolution, c'est qu'avec le temps, on va traiter le cerveau pour des raisons d'augmentation. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je suis convaincu que dans le futur, on va pouvoir implanter des électrodes pour augmenter la mémoire, pour augmenter le charisme, augmenter
n'importe quelle fonction du cerveau. Et là, il faut se demander qui va être en charge, quelles vont être les règles, comment est-ce qu'on va faire ça. Ça, on a besoin d'un débat dans notre société pour décider comment faire, mais je crois que c'est inévitable que ça va se passer. Professeur Benabid, est-ce que vous voulez nous parler de la médecine améliorante? Très volontiers, parce que c'est un débat important. Quelqu'un a écrit que j'avais fait mon coming out. Je ne savais pas que j'étais homosexuel avant, mais parce que j'avais dit à un moment qu'il fallait, à une époque où on pensait que la stimulation cérébrale allait nous conduire à créer des gens qui marcheraient au pas cadencé. À l'époque, j'avais dit, c'est pas notre travail, et deuxièmement, faire marcher les gens au pas cadencé, des gens qui font ça très bien. C'est pas la peine d'implanter les malades. Donc, il y a des terreurs qu'on a derrière des thérapeutiques qui pourraient survenir, qui en fait sont atteintes et réalisées par d'autres moyens. Par contre, c'est vrai qu'il faut évoluer, et la raison de mon soi-disant coming out, c'est que, ayant dit que ce que l'on fait, M. Lozano, moi-même et des centaines, dont ceux qui sont présents dans la salle, c'est bien évidemment c'est pas pour autre chose que traiter les malades, et ça ne doit pas être fait par une ordonnance policière à la suite d'un jugement, et voilà, vous êtes condamné à avoir une électrode dans le cerveau. Par contre, le transhumanisme et l'augmentation, c'est des véritables problèmes. C'est quoi le transhumanisme? Je ne sais pas ce que c'est que le transhumanisme. Je suis transhumain. J'ai une prothèse artificielle de la hanche, j'ai 2 cristallins en plastique, j'ai un triple pontage coronarien, j'ai 3 stents qu'on a rajoutés qui au passage n'ont servi à rien, et voilà. Et je ne pense pas être transhumain. Par contre, si c'est pour faire des gens qui deviennent avec une exceptionnelle mémoire, une exceptionnelle intelligence, ce serait quand même pas mal d'avoir des gens qui n'ont pas d'intelligence à qui on pourrait offrir d'avoir une exceptionnelle intelligence. Et la question est, et alors, qu'est-ce qui se passerait? Si vous prenez un athlète de haut niveau, il court, je vais dire des bêtises, de 60 mètres en 3 secondes, ce qui est bien évidemment... Moi, je ne sais plus combien de temps je mets pour faire 60 mètres, mais il est clair que ça ne me gêne pas qu'il y ait quelqu'un au JO qui fasse des choses exceptionnelles, à condition qu'il n'en profite pas ou que la société ne me dise pas, puisque vous ne courez pas comme ça, on vous élimine, ou bien voilà. Donc c'est l'usage qu'on fait des choses. Et c'est vrai pour tout, c'est vrai pour les médicaments, c'est vrai pour la morphine, c'est important, mais si on en fait un usage addictif, non, c'est pas une bonne chose. Et l'intelligence, effectivement, tout le monde... Et pourquoi les gens ne sont pas d'accord pour qu'il y ait des gens qui ont les JO de l'intelligence? Parce qu'ils ont peur, en fait, que ça revienne sur eux et que ça permette l'oppression. Mais encore une fois, l'oppression sur des peuples, ça fait des centaines d'années, des siècles, qu'il y a des gens qui font ça très très bien sans qu'on les aide. Par contre, pour ne pas trop craindre ça, il ne faut pas non plus perdre des opportunités. En ce qui concerne la mémoire, tout le monde se plaint de perdre la mémoire. Comme disait M. Jouvet, qui est un physiologiste important du sommeil, tout le monde se plaint de perdre la mémoire. J'en ai jamais entendu qui disaient qu'ils n'avaient pas d'intelligence. Alors la mémoire, on la perd tous. Et moi, effectivement, je suis à un âge où je ne pense pas un jour être Alzheimer, on ne sait jamais, mais sur les IRM, a priori, pour le moment, je suis encore tranquille. Par contre, je perds la mémoire, comme beaucoup de gens à partir de 50 ans, et j'en ai beaucoup plus. Ça s'appelle le mild cognitive impairment, c'est-à-dire une détérioration moyenne des fonctions cognitives. Et ça me gêne parce que je n'arrive pas à retrouver des mots comme ça, etc. Par contre, si je savais où me mettre une électrode, pour ralentir ou stopper cette perte de cette fonction, donc pas vous la réaugmenter, mais d'éviter d'en perdre encore plus,
Eh bien, honnêtement, oui, je pense que je demanderai, ou si personne ne veut le faire, je me le ferai tout seul. La stéréotaxie, on peut se le faire soi-même, c'est bien. Et voilà, donc je crois qu'il faut toujours s'attendre, être très attentif au fait qu'on n'utilise pas les progrès dans tous les domaines contre l'homme. Ça, c'est important. Par contre, si on a des possibilités d'améliorer les choses, oui, à condition que ça ne soit pas pour que celui qui est amélioré se mette à écraser celui qui n'a pas besoin d'être amélioré. Vous voulez dire un mot à ce propos? Juste un mot, mais pour dire, je suis tout à fait un membre, ce que dit M. Benavide, j'adhère 100%. Deux questions, c'est qui contrôle tout ça? C'est vrai que c'est vraiment... Et la deuxième, c'est la question de la norme. Et là, c'est-à-dire que la crainte qu'on pourrait avoir, c'est... La norme, ça devient que je dois être augmenté. Moi, je milite, comme un bon Français, sur la différence. C'est-à-dire que j'ai le droit, si je souhaite, de me faire améliorer la mémoire, comme M. Benhabib, parce que moi aussi j'en ai bien besoin, mais de ne pas me faire transformer telle ou telle autre région du cerveau. Et c'est là où c'est très difficile, parce qu'à la fois je mettais en avant tout ce qui est les nouvelles technologies, mais les nouvelles technologies, elles ont des positifs, elles ont des négatifs aussi. Et c'est vrai que cette dimension de normes et de généralisation d'un comportement ou d'une caractéristique, ça doit être aussi un minimum contrôlé, ou en tout cas laissé au libre choix de chacun. Dans l'utilisation des nouvelles technologies, comme vous le faites au quotidien, vous vous posez des problèmes éthiques régulièrement et vous en discutez entre confrères? Oui, tout à fait. En tout cas, moi j'en discute avec les patients. C'est de leur proposer de faire telle ou telle chose, c'est aussi accepter qu'il y a des personnes qui ne veulent pas. Mais la norme va changer. C'est-à-dire que nous, on voit des gens qui ont entre 55 et 95 ans. Eh bien, les prochains qui vont avoir 55 ans, ils auront une perception de ces technologies qui va être différente. Et donc, et de la même façon pour Les problèmes éthiques sont donc proportionnels à l'évolution exponentielle des nouvelles technologies, ou pas? Donc, chaque fois qu'il y a une méthode, elle comporte des avantages et elle peut comporter des risques, et c'est à nous à être vigilants. Très bien, on arrive à la fin de cette conférence. Peut-être y a-t-il 2 ou 3 questions dans la salle? Oui, merci pour cette overview. Peut-être une première question, est-ce que techniquement vous avez relevé des complications dans les gestes d'implantation, en dehors des conséquences éthiques que vous avez abordées? Est-ce que c'est risqué ou pas? Première question. La deuxième question, est-ce que vous pensez que le tissu glial joue un rôle dans toutes ces dégénérescences aussi importantes que le neurone, et a-t-on une politique d'aborder les deux grands tissus neurologiques, sont le neurone et le tissu glial? Et enfin, sur toute cette question un peu floue sur l'obésité, la dépression, etc., est-ce que vous avez localisé les zones qui correspondent à cela avec précision? Donc, complications et précision de ces localisations, et puis le rôle du tissu glial. Voilà, 3 questions rapides. Je vais répondre brièvement aux 3 questions pour que chacun puisse donner son avis sur les 3 questions. Les complications, oui, je dis toujours, quand on regarde un neurochirurgien dans les yeux, on est en danger de mort potentiellement. Ça ne se passe pas tout le temps. Par contre, c'est vrai que si on introduit quelque chose, si on se fait une piqûre dans la fesse, il peut y avoir des petits saignements le long. On fait en sorte que ça soit réduit au minimum, mais c'est vrai. On essaie d'avoir des techniques, comme on dit, de plus en plus minimalement invasives. Pour ce qui est des complications. Et c'est vrai que toutes les approches non invasives, non introductives, non pénétrantes, sont moins risquées encore que le gamma knife, par exemple. Ça ne pénètre pas, mais on délivre 90 degrés
au fond du cerveau, c'est-à-dire une petite destruction, et c'est quand même invasif. Donc, toute chose a ses aspects positifs et négatifs. Il faut avoir une appréciation très précise et faire le bon choix. La deuxième question, c'était la localisation précise. Moi, je dirais, on connaît des endroits où précisément, à peu près précisément, on sait ce qui se passe si on les excite ou si on les inhibe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres zones qui sont meilleures. Et voilà, ça c'est pour ce qui est de la localisation. Mais on sait déjà beaucoup d'endroits, beaucoup de choses sur beaucoup d'endroits. Maintenant, il y a beaucoup de fonctions qu'on voudrait diminuer ou augmenter. Vous parliez de l'empathie et de l'éloquence. Et moi, je pense qu'actuellement, on aurait besoin de gens, de places où on pourrait mettre une électrode pour tempérer l'enthousiasme débridé de certaines personnes. Vous voyez, on peut trouver beaucoup de gens dont on pourrait, mais là, ça serait un problème. Vous dépassez la norme, venez ici, je vais vous mettre une électrode pour vous calmer un petit peu. Ça, même en parlant des personnes auxquelles tout le monde peut penser. Non, il ne faut pas qu'on en arrive là. Le troisième point, c'est la glie. Et là, vous touchez un point très important. Il y a un livre qui vient de sortir chez Odile Jacob, signé Yves Agide et Pierre Magistrati, et qui s'appelle Le cerveau glial. Il y a le cerveau neuronal, etc. Et c'est très important. Pierre Magistrati, que je connais très très bien, est, à mon avis, celui qui a montré que la glie était très importante. Il a démontré comment ça fonctionne, il a mis en place, démontré le rôle du lactate, du glutamate, véritablement à un niveau qui n'avait été fait que pour les neurones jusqu'à maintenant. Tel point que, et en plus, il y a pratiquement 1,5 fois plus de cellules gliales que de neurones. Et je le rencontre très souvent. On s'est posé la question de savoir s'il n'y a pas un programme expérimental qu'on pourrait mettre pour voir si finalement, en agissant sur la glie dans les modèles qu'on connaît, notamment les tremblements dans les mouvements anormaux, on n'aurait pas des effets similaires en faisant des choses sur les astrocytes. Voilà. Pour répondre à votre question, je crois que c'est un domaine qui a été très fortement négligé, parce que c'est vrai que ça fonctionne un peu différemment des neurones. C'est, je dirais, presque moins joli, parce que les neurones, il y en a qui font ça, il y en a qui font ci, et puis quand on les met ensemble, ils font cela. Par contre, la glie, ça a l'air d'être très, très, très uniforme, très homogène, mais peut-être que c'est encore plus capital, donc il faut s'y intéresser. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va révolutionner les choses. Je sais pas. Docteur Lozano, est-ce que vous voulez répondre? Pas forcément. Docteur Robert, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Docteur Nomanovic. On a eu l'expérience au cours de ce congrès de plusieurs modèles de simulation. On a notamment une simulation du cœur avec toutes les pathologies, et à partir de ces modèles de simulation, on peut envisager toutes les thérapeutiques et imaginer ce que donneront les différentes thérapeutiques que l'on utilise face à une pathologie ou même dans un tissu sain. Est-ce que, avec l'expérience que vous avez, importante dans la simulation, les nombreux cas cliniques que vous avez, est-ce qu'on pourrait donner à l'intelligence artificielle les moyens d'imaginer une simulation cérébrale profonde sur différents points? Est-ce que ça existe, une simulation du cerveau? Est-ce que ça va exister dans le futur? Je ne suis pas certain si j'ai compris la question, mais on sait que tous les organes ont une innervation, le cœur, le pancréas, tout ça. Alors, il y a aussi le phénomène de electroceuticals, la stimulation des organes périphériques, des nerfs. Par exemple, on peut stimuler la sécrétion de l'insuline en stimulant les nerfs qui vont vers le pancréas. On peut stimuler le nerf vagal pour stimuler le système digestif. Alors, aujourd'hui, on a parlé surtout de la stimulation du cerveau, mais tous les nerfs périphériques sont aussi des cibles. La moelle épinière, une autre cible. Alors, on commence seulement maintenant à faire ça. La chose avec la stimulation avec implantation, c'est qu'on peut stimuler de façon chronique 24 heures sur 24 et on peut programmer pour que le patient, il n'y a pas de problème d'adhérence au patient. Le patient
prend ça sans le savoir. Alors, pour les patients avec des troubles psychiatriques, un des problèmes, c'est qu'ils ne veulent pas prendre leurs médicaments ou ils oublient de prendre leurs médicaments. Là, c'est déjà programmé parce que c'est implanté dans leur corps. Alors, c'est certains avantages. Je ne sais pas si c'était votre question. Je crois qu'il y a une question, excusez-moi, avec les spots, je vois pas derrière. Excusez-moi. Et bonjour, je suis médecin nutritionniste. Vous avez parlé de la stimulation pour le traitement de l'obésité. Moi, je suis souvent confronté à des personnes qui me demandent, mais qui sont maigres, qui sont anorexiques, et qui me demandent, docteur, comment je peux manger plus? J'y arrive pas, ils font des efforts, mais ils restent toujours très maigres. Alors, est-ce qu'il y aurait une solution neuronale à l'anorexie? Oui, on a publié 2 articles dans Lancet sur la stimulation chez des patients avec anorexia. C'est des patients qui ont une comorbidité avec des troubles de dépression, des troubles d'anxiété, de maladies compulsives. Et on a vu, l'anorexie, c'est le trouble psychiatrique qui a le plus haut niveau de mort. 20% des patients avec anorexie chronique meurent, c'est surtout des femmes. Et on a implanté jusqu'à date à 25 patients avec anorexia nervosa. Et c'est des patients qui pesaient quelques-unes 30 kilos, pour vous donner une idée, une femme, un âge moyen de 35 ans. Et la moitié des patients, après 1 an, après avoir essayé toutes sortes de choses, après 1 an, la moitié des patients ont une amélioration importante. On a pu améliorer la dépression, les aspects obsessifs, et la moitié ont un poids normal après 1 an. Alors, c'est des cas très résistants. Je suis certain que plusieurs de ces patients-là seraient morts si on ne les aurait pas opérés. Alors, je pense qu'il y a de l'espoir sur cette maladie aussi. Est-ce qu'il reste une dernière question avant de conclure? Non? Je vous remercie en tout cas d'avoir été si attentif à l'égard de ces 3 éminents médecins, et je voudrais donner la parole au professeur Alimoui Benhabid pour un mot concernant le congrès. Dr Benhabid. Merci. Le mot, ça va déjà être de remercier les organisateurs, en particulier Charles Namanovici, de m'avoir invité et de m'avoir nommé président. Je fais donc l'adresse présidentielle dont j'avais peur. Mais je veux aussi le féliciter d'avoir créé ce mouvement. Ce n'est pas la première fois que je viens. Et chaque fois, j'apprends beaucoup de choses. C'est fait pour ça. Mais il y a des fois, on va dans des congrès et on apprend peu de choses. Ici, c'est probablement parce que c'est un environnement auquel je ne crois pas me tromper de dire qu'Andrés est dans la même situation que moi. On n'est pas souvent exposé. Et la technologie, il y a toujours dans nos congrès une exposition d'industriels qui vendent des choses qu'on utilise en général. Là, dans ce congrès, j'ai vu quelque chose d'inhabituel, c'est-à-dire non pas vraiment des choses qui sont à vendre, si, puisque derrière, il y a toujours une start-up, mais ce qui est intéressant, c'est le concept de start-up, qui n'est pas nouveau, mais dont je n'avais pas mesuré personnellement l'importance dans le domaine qui est le nôtre. Et de voir cette floraison, cette efflorescence d'idées, et d'idées qui ne sont pas des idées, c'est facile d'avoir des idées, mais c'est des idées qui aboutissent. Et j'ai réalisé, en particulier dans la cérémonie des awards d'hier, que pour que ça aboutisse, il faut des efforts. Et des efforts parfois coûteux, au sens où les jeunes entrepreneurs construisent des industries avec, je dirais, des parachutes dorés inverses, c'est-à-dire qu'ils vont mettre de l'argent d'abord avec le risque de le perdre plutôt que d'en récupérer beaucoup. Je leur souhaite d'en récupérer beaucoup après. Et donc ce phénomène-là qui traduit un enthousiasme, qui traduit une intelligence, qui traduit une ingéniosité,
Et puis un goût du risque qui est important, chez en particulier personnes jeunes qui vont avoir à affronter ce qui va se passer dans le siècle qui vient. Eh bien, ça, c'était un élément important. Et j'y étais particulièrement sensible puisque ça avait trait aux aspects technologiques dans lesquels je trempe, je dirais, et dont j'ai exprimé suffisamment ce que j'en pense et à quel point vous avez compris que je ne suis pas fondamentalement opposé à la technologie, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'inverse. Et voilà, ça c'était la première constatation. La deuxième, c'est de voir que on a toujours l'impression qu'on est un peu tout seul dans son domaine et puis que on fait ce qu'on peut et puis qu'il n'y a pas grand-chose peut-être d'autre à faire à côté. Et ça, c'est une très bonne occasion. Je crois qu'il faudrait inviter plus de scientifiques qui sont arrivés à un niveau où on se dit, bon, ben, j'en ai suffisamment fait, je peux m'arrêter maintenant. Et puis, il y avait un physicien célèbre anglais qui est mort en disant, je meurs heureux parce que toute la physique maintenant a été découverte. Donc, bien évidemment, on n'est pas dans cette situation. Et au contraire, de s'apercevoir qu'il y a des tas de choses qui nous entourent, qui évoluent, auxquelles je n'avais pas forcément prêté attention, et qui sont en train d'émerger et qui vont converger vers une connaissance pratique, applicable, croissante. Et tout ça dans une perspective, comment dirais-je, dirigée vers l'humain. On dirait que si je visite une exposition d'avions de chasse et de bombardiers, c'est aussi très efficace et dirigé vers l'humain, mais là, c'est pas la même chose, pas la même motivation. Et dans le domaine qui est le nôtre, que ça soit un contact physique ou à travers des comportements, mais de toute façon, quand on sait qu'on a un cerveau, c'est finalement toujours à travers le cerveau que ça passe, eh bien, c'est très enthousiasmant. Et voilà, et ces discussions en particulier ont été très animées. Je crois que tu as choisi, Charles, très bien les personnes qui managent la communication et l'interview. Permet, si je peux introduire ça dans mon adresse, de vous féliciter ainsi que vos collègues, parce qu'on n'est pas forcément toujours interviewé de façon aussi agréable et pertinente. Et visiblement, c'était le cas. Voilà, moi je ne peux que encore une fois remercier le Congrès de m'avoir invité, de m'avoir fait l'honneur de me nommer son président. Et j'espère que de ce point de vue-là, vu que j'ai surtout bénéficié de ce qui était là plutôt que initier des choses, Charles, tu m'en vaudras pas de ne pas avoir été peut-être suffisamment à la hauteur.